Bonjour à tous et à toutes. Merci Anaïs, et donc en tant que nouvelle présidente de la Fédération des pôles et des réseaux, à avoir joué le jeu. Ce qu'on voulait vous proposer pour passer en douceur d'une journée à l'autre, d'une journée donc qui était hier marquée essentiellement par les virus, et aujourd'hui où on va être sur une journée plus centrée sur les questions métaboliques et de la mâche. On voulait commencer par jouer un jeu de questions-réponses avec Anaïs sur demain, comment vont se passer les choses. Ce serait quoi le malade idéal dans les années à venir pour les hépatologues, et qu'est-ce que nous, on attendrait de nos hépatologues dans les années à venir. Alors, j'avais préparé une série de questions que j'avais envoyées à Anaïs. La première question que je voudrais te poser, c'était quelque chose qui revient souvent à SOS Hépatite et qui nous met en difficulté. C'est: doit-on continuer à appréhender les maladies du foie une par une, ou à les penser plus généralement et à penser la santé du foie de façon globale? Est-ce que c'est une question qui te cause? Est-ce que tu penses que les hépatologues en sont là ou continuent de se segmenter? Alors, la réponse est dans la question. Bien entendu, il faut appréhender la maladie du foie comme globale, puisqu'effectivement, on peut avoir plusieurs maladies. Et comme le foie est sensible non seulement à l'alcool, mais aux problèmes métaboliques, ça touche à peu près beaucoup de gens, même s'ils n'ont pas d'hépatite ou s'ils en ont. Donc, ça veut dire que si on a une hépatite C ou une hépatite B, certes, on va s'intéresser à l'hépatite virale. Ça va être notre premier objectif, hein, pour la guérir pour la C et la contrôler pour la B. Mais bien entendu qu'il faudrait, dans un monde idéal, s'occuper des comorbidités. Et donc, tout le monde n'a pas la comorbidité liée à un trouble d'usage de l'alcool ou métabolique. Mais pour ceux qui l'ont, oui, il faut l'appréhender de façon globale, hein, et pas se focaliser sur une des seules maladies, enfin, la pathologie principale pour laquelle le patient est adressé. C'est le valable pour tout, hein, pour les hépatites virales C, les hépatites virales B, les hépatites auto-immunes, parce qu'on peut avoir une hépatite auto-immune et un diabète, on peut avoir une hépatite auto-immune et consommer de l'alcool un peu trop, et donc que ce soit toxique pour le foie. On peut avoir à l'inverse une consommation d'alcool excessive qui pose problème pour le foie, mais également un syndrome métabolique, ou un syndrome métabolique et une consommation d'alcool qui est un peu excessive parce qu'on a un syndrome métabolique. Donc bref, tout est intriqué, et donc oui, c'est plutôt pensée globale, Et à do- mon sens. donc, ce monde idéal, on va te le faire, nous, il n'y a pas de souci. On s'en occupe. Voilà, voilà, parce que le patient n'est pas univoque, voilà, il a plein de potentialités pour avoir des maladies chroniques du foie. Mais c'est important ce que tu dis, parce que je rebondis là-dessus, et c'est vraiment un message qu'il faut qu'SOS Hépatite porte. Je viens voir mon hépatologue parce que je suis porteur d'une hépatite B, et dans les 3 premières minutes, il me demande mon poids et ce que je consomme comme alcool. Je suis pas venu là pour ça, quoi. Et donc du coup, c'est important qu'on fasse passer ce message-là, que les patients doivent jouer franc jeu, parce que la première réponse du médecin, ça va être de chercher les comorbidités, or que le malade, lui, il est venu pour une thématique qu'il comprend pas. Et de dire, on va peut-être minimiser, dire non, j'ai pas de problème d'alcool, etc. Et du coup, ça va générer des examens pour arriver à mettre en difficulté, et à un moment mettre le doigt, vous m'avez dit non, mais oui, enfin voilà. Et je pense que c'est vraiment un message pour notre association, c'est de dire il faut absolument expliquer aux patients qui vont se faire challenger, qu'on va leur poser des questions sur leur environnement et pathologique. Voilà, et puis ça va même plus loin, puisque enfin moi de plus en plus en tant qu'hépatologue, chez mes patients, enfin les gens qui viennent me voir pour des problèmes métaboliques ou autres d'ailleurs, des gens qui ont des hépatites C guéries ou des B chroniques, c'est mon devoir et mon rôle de vérifier qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent aggraver leur foie. Ça, c'est première chose, c'est le but. C'est pas de m'occuper seulement du virus ou de l'hépatite auto-immune, enfin voilà, d'une autre maladie complètement en dehors de ce problème-là. Donc c'est mon rôle et mon devoir de vérifier. C'est mon rôle et mon devoir d'alerter. Et de plus en plus, je vais même
au-delà, parce que ce sont les recommandations, c'est-à-dire que si je vois qu'il y a quand même des manifestations, enfin des facteurs de risque cardiovasculaires, je sensibilise aussi au risque cardiovasculaire parce qu'il n'y a pas que le foie, mais il y a aussi les artères. Voilà, quand on a trop de cholestérol, c'est pas forcément le foie qui va être le plus souvent, enfin, en premier abîmé, mais c'est plutôt les coronaires, les AVC, etc., etc. Donc, dans la prise en charge de l'hépatite C, qui est quand même maintenant beaucoup plus simple qu'avant, et même dans l'hépatite B, on a un peu de temps dans les consultations pour s'occuper du reste et de faire de la prévention. Donc voilà, après, ça suit ou ça suit pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut le voir comme ça. Et donc, on peut tout à fait sortir de chez son hépatologue avec comme réponse, commencez par vous occuper de vos 3 paquets de cigarettes et on s'occupera de votre foie après. Ou allez voir votre cardiologue, ouais, Ouais, surtout. d'accord. Allez voir votre cardiologue parce que, bon, le foie, certes, il est gras, certes, gna, 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 mais peut-être que voilà, il va falloir s'occuper un peu plus des problèmes où il y a un risque vital plus important. Voilà. La deuxième question, Alors après, ça veut dire qu'il faut aller voir un cardiologue, qu'il faut que le cardiologue soit disponible, que toute la chaîne ne suit pas forcément, hein, donc il faut convaincre les gens, etc. Mais voilà, idéalement, puisqu'on on vous parle d'un monde idéal, idéalement, c'est ça qu'il faudrait arriver à faire. Et évidemment, traiter la comorbidité. Donc, traiter le diabète, ça, c'est facile. Enfin, c'est facile. En tout cas, il y a des traitements. Traiter le tabac, c'est plus compliqué. Mais là, je ne parle pas du tabac. Je parle plus du... Voilà, l'hypertension, c'est facile. Mais après, le poids, ça reste un problème. Voilà. dans les questions que se posent les patients et sur lesquelles on travaille à SOS Hépatite, on voit que c'est extrêmement difficile de se repérer dans les évaluations. Donc j'ai résumé ma question comme ça. Dans le futur, peut-on rêver d'un outil universel, unique et non invasif pour dépister et évaluer la fibrose? Est-ce que tu crois qu'on arrivera un jour à cet outil simple où on sera toujours sur différents tests non invasifs, l'élastométrie, des combinaisons de tests en fonction de la pathologie initiale? Ou est-ce qu'à un moment, on peut rêver d'un test unique dans les années à venir? Bah, rêver, c'est toujours bien. Mais pour être pragmatique, je pense que on n'est pas encore, et notamment dans le syndrome métabolique, on n'est pas encore dans un outil hyper fiable, non invasif, dans le dépistage uniquement de la fibrose. Après, on peut s'en sortir et la plupart du temps, on arrive à estimer de façon relativement approximative la fibrose avec les outils dont on dispose. Il y a énormément de travaux sur trouver un outil dans la... Je ne parle pas des hépatites virales, parce que globalement, les hépatites virales, c'est à peu près cadré. Mais dans la maladie métabolique et la maladie alcoolique, hein, enfin la maladie, il y a un trouble d'usage de l'alcool, parce qu'on dit plus alcoolique, c'est un peu moins simple, je trouve. Et donc, on peut toujours rêver, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Et nous, Et donc, il faut des combinaisons de tests pour éviter la biopsie globalement. Mais il n'y a pas quelque chose de magique qui vous dit, bam, c'est... Parce qu'il y a tellement de paramètres, c'est un petit peu complexe. la question qui est en Voilà. dessous, est-ce que tu crois, comme on en avait rêvé dans l'hépatite C il y a 30 ans, en disant nous les malades, on ne veut plus avoir de biopsie hépatique, on veut pouvoir être traité sans passer par les biopsies hépatiques. Est-ce qu'on peut rêver d'un monde sans biopsie hépatique en hépatologie demain? On peut rêver, mais je pense qu'on n'y est pas pour deux raisons. Un, parce qu'il reste une niche de maladies qu'on ne comprend pas. Les gens arrivent avec des anomalies du bilan hépatique et on ne sait pas pourquoi ils ont des anomalies du bilan hépatique. Et donc, on est obligé de faire la biopsie hépatique, non pas à la limite pour faire le dépistage de la fibrose, parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est savoir pourquoi les patients ont ces anomalies. Or, pour le moment, il n'y a que la biopsie qui peut nous répondre à cette question. Donc, il faut bien comprendre pour les patients que parfois, et le plus souvent maintenant, la biopsie hépatique, elle n'est proposée que parce qu'on a une interrogation diagnostique. Voilà. Et dans la vraie vie, globalement, l'interrogation diagnostique, c'est quoi? C'est est-ce que le malade, ou le patient ou la personne a seulement une maladie métabolique ou un problème auto-immun, parce que la difficulté, enfin, la suite de la prise en charge va être complètement différente.
Et donc, les maladies auto-immunes, il va falloir des traitements immunosuppresseurs et on peut pas, on a des arguments non invasifs éventuellement pour évaluer sans biopsie, mais parfois on n'a pas tranché et donc on est obligé de passer par la biopsie. Donc pour ces patients-là, la biopsie, je pense qu'on ne pourra pas s'en passer, mais c'est une toute petite proportion de patients. Et pour la stéatopathie métabolique, enfin la maladie du foie gras, la maladie du soda, tout ce que vous voulez, je pense qu'on arrivera à avoir un outil non invasif. On ne l'a pas encore vraiment hyper fiable, mais on arrivera. Alors, c'est hyper intéressant ta réponse et je vais la verbaliser avec nos mots de patients. On avait tendance parfois à s'arc-bouter et j'entends des militants qui conseillent d'autres malades en disant «Ah, il ne faut pas accepter la biopsie hépatique, refusez-la aujourd'hui, il y a d'autres techniques, etc.» Et je pense que les mots il faut que nous, on apprenne à défendre la biopsie hépatique et, dire, et à accompagner les patients en disant écoutez, ce n'est pas la catastrophe. Et de dire qu'il y a deux choses, quoi. Il y a l'évaluation de la fibrose par biopsie hépatique. Aujourd'hui, on peut peut-être s'en passer, mais la biopsie hépatique est diagnostique. Elle va permettre de comprendre ce qu'il y a. Et si on a une proposition par son hépato de biopsie hépatique diagnostique pour comprendre ce qui se passe, notre boulot, nous, de malades, c'est d'accompagner cette biopsie et de ne pas bloquer complètement sur la biopsie. Et ça, je crois que ça va être des messages forts politiques pour nous, pour reprendre pour les années à venir. Une autre question La fibrose, on arrive à peu près, voilà, c'est une approximation, on arrive à peu près à estimer la fibrose par des tests non invasifs. C'est extrêmement rare, vraiment, hein, c'est extrêmement rare maintenant, enfin chez nous, là, qu'on fasse une biopsie, même dans la stéatopathie métabolique, juste pour l'évaluation de la fibrose. On s'en sort. On n'a pas un outil universel, mais on a un faisceau d'arguments en fonction de tout ce qu'on utilise. Et puis, l'examen clinique, enfin, il y a des choses assez basiques. Voilà, si quelqu'un arrive dans la salle d'attente, enfin, dans votre salle de votre cabinet, et qu'en palpant le foie, vous avez un foie dur à bord inférieur tranchant, typiquement cirrhotique, il n'y a pas besoin de faire 1 million d'examens non invasifs. On a le diagnostic clinique, hein, c'est assez simple, il suffit juste d'une main sur le foie. Donc, la fibrose, voilà, la biopsie, si on la fait, c'est vraiment qu'on a une interrogation sur la suite. C'est-à-dire, est-ce que ça va changer les choses? Est-ce qu'on va juste dire aux gens, traitez votre diabète, maigrissez, faites du sport, ce qui est relativement assez non invasif, hein, comme prise en charge? Ou est-ce qu'il y a quand même autre chose, et notamment une maladie auto-immune du foie, où là, on passe complètement différemment dans un autre monde, et on va devoir mettre éventuellement des corticoïdes, éventuellement, qui donne du gras dans le foie, donc on va éventuellement aggraver le foie gras, des traitements immunosuppresseurs. Donc là, l'impact est tellement important, ce sont des traitements à vie, non, on ne va pas se passer de la biopsie. On ne pourra pas se passer de la biopsie. Mais c'est vraiment une toute petite niche. Et tu penses quoi de la biopsie hépatique qui est encore aujourd'hui proposée systématiquement dans des protocoles à l'entrée pour accéder à l'innovation thérapeutique et au bout d'un an en évaluation, qui fait peur à certains malades et qui les freine? Dans les protocoles, c'est compliqué puisqu'on n'a pas d'outils, réels d'évaluation de la fibrose. C'est tellement compliqué qu'effectivement, dans les protocoles, mais c'est pareil, c'est un sous-groupe de patients dans les protocoles. Pour l'instant, effectivement, dans les nouveaux traitements de la maladie du foie gras, il est recommandé de faire la biopsie hépatique pour avoir une espèce d'évaluation la plus fiable possible, pour prouver que le médicament fonctionne. Et puis la biopsie, elle permet également de voir s'il y a une diminution de l'inflammation. Elle donne beaucoup d'autres éléments. Donc, dans des situations de protocole où on veut établir qu'un médicament fait du bien ou pas, avec toutes les implications que ça a dans l'avenir, je pense que pour le moment, ça reste quand même un outil important. En revanche, dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin de ça. Ok. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que quand on aura les nouveaux traitements un jour, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse les avoir sans devoir passer par la biopsie. Donc, en fait, que les essais étaient faits de façon très académique, très stricte, très machin, pour être sûr que ce qu'on dit, c'est relativement vrai, hein, voilà, parce que voilà. Mais qu'après, avec nos évaluations non invasives dans la maladie métabolique, on arrive à obtenir à ce que les patients aient les traitements. Parce que voilà, si effectivement il faut une biopsie pour avoir les traitements,
là, ça va commencer à être compliqué, là. Donc j'entends, je traduis, j'entends le message de la présidente de la FPRH qui nous demande de continuer de militer pour l'abandon de la biopsie hépatique une fois que les traitements seront accessibles. Oui, je pense qu'on peut s'en passer, après, voilà, enfin, voilà. OK. Je pense qu'on peut s'en passer, mais pas dans les protocoles. Dans les protocoles, non, parce que c'est trop, incertain sinon. Une question pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure quand on parlait de la difficulté à accéder au cardiologue. On a tous vécu dans ces maladies compliquées l'intérêt pour nous d'avoir plusieurs intervenants sur les situations complexes et de ces prises en charge multidisciplinaires ou transdisciplinaires. On a l'impression, nous patients au quotidien, que c'est de plus en plus difficile. Comment on peut maintenir ces prises en charge multidisciplinaires dans le futur? Est-ce qu'il faut imaginer plus des RCP hépato sur le modèle des cas complexes en cancéro ou de la transplantation? Ou est-ce que tu crois qu'il faut qu'on continue de se battre sur ces prises en charge multidisciplinaires? Un patient me rapportait il n'y a pas longtemps que pour voir... il y avait une situation grave avec une maladie polykystique, mais pour voir le cardiologue, le néphrologue et le diabétologue, il lui avait fallu 11 mois pour revenir à la case après l'avis des 3 collègues, quoi. Donc 11 mois pour faire un bilan, avec à chaque fois 3 mois d'attente, ça lui semblait un parcours du combattant et compliqué. Et on a l'impression que c'est de plus en plus difficile. Est-ce que c'est un constat que toi tu fais aujourd'hui en disant on a de plus en plus de mal à la multidisciplinarité et comment on doit l'imaginer dans le futur? Alors je pense que c'est un constat et une réalité. Voilà, c'est pas une vue de l'esprit, pour X raisons. Un, il y a de il y a des délais d'attente, monstrueux, pour obtenir des rendez-vous, que ce soit en hépato, en cardio, en diabéto, en nutrition. Donc dans la maladie métabolique qui est donc un espèce de gros mixte avec énormément de spécialités impliquées, effectivement, c'est un parcours du combattant, d'avoir, les avis, c'est pour ça que je vous disais, il faut aller voir votre cardiologue quand vous avez le rendez-vous. C'est-à-dire, voilà, longtemps après. Nous par exemple, à Cochin, qui a quand même un CHU parisien, Paris 14e, pour avoir un rendez-vous parce qu'on dit souvent que c'est en région qu'il y a des problèmes d'accès au ben non, à Paris intra-muros aussi. Si je demande au patient, moi je suis au 8e étage, de descendre au premier pour prendre un rendez-vous de cardiologie, il a le rendez-vous au mieux 1 an après. Voilà, C'est donc 4 mois par c'est une étage. réalité. Hein, et on change de voilà et en présentiel, hein, c'est pas j'essaie d'appeler parce que alors si en plus on essaie d'appeler, on n'a personne, mais en présentiel, voilà. Et même si vous avez la douleur thoracique, si moi je descends pas pour dire il y a une douleur thoracique, il y aura pas de rendez-vous. Donc ça, c'est un fait, voilà, c'est un fait. Il y a plus de place ou moins de place. Donc oui, la disciplinarité dans la maladie métabolique, c'est complexe. Et est-ce que les RCP pourraient arranger les choses? Peut-être, puisque si on fait une RCP métabolique, on va dire, sur place, il y aura évidemment besoin d'un diabétologue, d'un nutritionniste, d'un éventuellement cardiologue et encore, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, des gens qui s'occupent du diabète et du poids, qui est quand même le premier, voilà. Addicto aussi, ça pourrait être pas mal parce qu'on oublie là, on parle de maladies métaboliques, mais il y a quand même beaucoup d'alcool souvent. Hem et donc ça pourrait permettre d'avoir accès au au circuit et au rendez-vous. Mais seul, c'est compliqué. Ça te paraît quelque chose sur lequel nous, on peut faire du lobbying et pousser Bah, à ce genre de choses? alors, la question, voilà, c'est il va y avoir des traitements, ils vont coûter un certain prix, ils vont c'est pas ce sont des traitements qui vont être, au long cours. Il y a des gens qui en ont besoin rapidement, il y a des gens qui en ont pas forcément besoin. Pour éviter de faire n'importe quoi, aussi, un pour les malades et 2 pour, la société. Peut-être qu'au même, sur le modèle de l'hépatite C quand les traitements sont arrivés, moi j'ai trouvé que la RCP-VHC c'était finalement quand même pas mal. Parce que un, ça a fédéré les gens autour de voilà, on a rencontré les pharmaciens, les virologues,
moi, j'ai trouvé que c'était une formule qui s'est plutôt bien passée, enfin, de mon point de vue de médecin, je ne sais pas ce que en pensent les patients. Et donc, on pourrait envisager un petit peu le même genre de choses. Actuellement, comme il n'y a pas vraiment de traitement, voilà, mais quand il y aura accès au traitement, ça va être un peu la foire d'empoigne. Il y a pas mal de les nouveaux médicaments, les analogues du GLP-1. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont détournés par certains. Et donc, c'est quand même des choses à prendre en compte. Et donc, il faut être assez sérieux. Et ça pourrait être une forme de sérieux. Et surtout d'accès aux différentes spécialités. Mais ça, Puisque de fait, c'est très long. Voilà. Et alors, la nutrition, j'en parle même pas. Là, c'est mais je n'en renvoie pas la pierre aux nutritionnistes ou aux diabétologues ou aux cardiologues. C'est juste qu'effectivement, on arrive à des moments où, au niveau nombre de médecins versus nombre de malades, il y a un problème. Et alors, les généralistes, je ne leur lance pas la pierre non plus, mais les généralistes, encore faut-il en avoir un. Et nous, à Paris, de plus en plus de malades n'ont plus de généralistes. Et les généralistes sur place, enfin qui restent, ne prennent plus de nouveaux. Donc on est vraiment au creux de la vague là, hein. alors, Alors on ne peut pas avoir. ça envoie à ma question suivante, que j'avais nommée qu'on avait nommée sur les pathologies, mais qui pourrait être aussi nommée sur la médecine générale. Mais on t'interroge bien sûr en tant qu'hépatologue. Est-ce que les pathologies peuvent être compatibles avec les visioconsultations? Et est-ce que pour toi, c'est une option envisageable pour gérer la pénurie? Alors clairement, la visio en hépato, c'est une option, puisque à part certaines situations où on doit examiner le patient. Bon, les premières fois, je pense que ce n'est pas forcément une bonne option, mais en tout cas, dans le suivi de toutes nos hépatites virales B et même métaboliques, on n'a pas forcément, c'est pas comme, je sais pas, la rhumatologie, on est obligé d'examiner les patients, voilà, la gastro, on est obligé de palper le ventre, il y a mal au ventre, etc. Mais l'hépatologie, c'est quand même une spécialité où on peut, en voyant le malade et en voyant ses examens, l'échographie, etc., on peut s'en sortir sans prendre de risques. Et puis éventuellement, si on s'aperçoit qu'il faut voir le malade en présentiel, on peut changer la donne et le voir en consultation. Mais clairement, ça peut gérer la pénurie. Euh, Ça s'est fait pendant le Covid et ça s'est plutôt bien fait. Euh, et donc, moi, je trouve que c'est une option, ouais. Après, le problème de la visio, c'est d'avoir l'outil informatique des deux côtés qui fonctionne. Oui. C'est-à-dire côté hôpital ou cabinet du médecin et côté patient. Et donc, ça sélectionne aussi les gens qui ont un ordinateur, les gens qui sont capables de faire une visio, les gens qui... Voilà, donc ça peut être une aide, mais ça n'est pas généralisable à tout le monde. Alors effectivement, les enquêtes auprès de la médecine générale a bien montré que la tranche de la population qui acceptait le plus la visio, c'était les gens de la frange des 20-40 ans, et que Ah quand on oui, voit oui. l'âge moyen des complications hépatologiques en France, on est peut-être sur une population où ça va être notre boulot à SOS Hépatite d'aider les gens à traverser cette fracture numérique et de pouvoir accepter et de travailler en visioconsultation. Donc ça, c'est aussi un Enfin, enjeu pour nous dans le futur. voilà, là, clairement, il y a le problème de l'accessibilité et puis de la capacité, de la volonté de la personne à faire ce type de... Mais moi, j'ai pas mal de patients d'un certain âge qui sont tout à fait... qui se débrouillent très très bien en informatique, ça leur pose pas de problème. Mais évidemment, statistiquement, c'est plutôt les jeunes qui sont... alors là, sans aucun souci, eux, ça leur pose aucun problème. Mais voilà. Pascal, Anaïs, juste vous rappeler l'heure. Oui, oui, oui. J'étais en train de me dire, il n'y a plus que 3 questions. Et donc, du coup, je vais les sélectionner. Une question rapide. En cancérologie,
Santé publique France nous dit qu'aujourd'hui en France, on est capable de guérir un cancer sur 2. Je pense que dans le cancer du foie, on n'est pas encore un cancer sur 2 guéri. Est-ce que tu penses que dans les années à venir, c'est un objectif qui sera atteignable? Est-ce qu'on peut dire, nous, demain, on va continuer de bosser pour le dépistage du cancer du foie et le suivi des cirrhoses? Est-ce que tu penses que c'est un objectif atteignable, un cancer du foie sur 2 de guéri? Il faut les guérir. Un cancer du foie, c'est atteignable, mais pour arriver à cet objectif, il faut le dépister. Et si on ne fait pas le dépistage, on n'y arrivera pas. Donc pour l'instant, on est à 30% de traitement curatif. Euh, donc ça reste pas bon. Ok. Mieux dépister pour mieux guérir, il me semble que c'est le slogan en ce moment. Voilà. Et donc, pareil, alors ça, c'est le message. Le message, c'est quand on dit aux gens, on fait une échographie tous les 6 mois. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi on fait une échographie tous les 6 mois. Enfin, beaucoup, voilà. Alors, peut-être qu'on explique mal, hein, mais voilà. En tout cas, voilà, le message, mais pourquoi ça sert à quoi de faire cette échographie tous les 6 mois? À chaque fois, c'est la même chose. Donc, il n'y a rien qui change. Bah oui, mais justement, c'est ce qu'on veut, que rien ne change. Donc voilà, l'écho tous les 6 mois, et ça, effectivement, c'est quand même un fil à la patte, hein. Il faut y penser, il faut y aller. C'est pas un examen invasif, mais c'est quand même un fil à la patte, c'est quand même une pression, et voilà. Mais voilà. Et donc, ceux qui arrivent avec des cancers, heu, au-delà de toute ressource thérapeutique, ou en tout cas, qui vont pas guérir, c'est ceux qui n'étaient pas au courant qu'ils avaient une maladie du foie, hein, c'est quand même énormément de gens. Et puis nous, chez nous, c'est ceux qui, n'ont pas bien fait leur dépistage. Mm. Alors soit parce qu'on l'a mal expliqué, soit parce qu'ils ont un peu zappé, parce qu'au bout d'un moment, au bout d'années de suivi, il y en a certains quand même qui en ont un peu ras la casquette de faire ça, et ils oublient. Je crois que ça, Voilà. c'est quelque chose que les médecins sous-évaluent et que nous, on entend beaucoup avec les hépatites, c'est le stress avant le traitement. Le nombre de patients qui, tous les 6 mois, c'est pas rien, quoi, hein. Je veux dire, je renvoie à la jante féminine, le stress que c'est la mammographie, c'est quand même, je la recule, c'est pas le moment, je suis pas prête à entendre un résultat qui éventuellement serait pas bon. Là, tous les 6 mois, les gens vont flipper un mois avant en disant, et puis certains vont dire, ben là, je suis pas prêt à entendre une annonce, donc je recule d'1 ou 2 mois, et on sait à quel point 1 ou 2 mois, ça peut être une catastrophe en temps perdu. Donc il y a vraiment à travailler sur l'acceptation de jouer avec cette répétition de dépistage. Très rapidement, j'ai plus que 2 questions. L'ALD est en cours d'être revue. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'en pense la FPRH? Quid d'une ALD universelle pour les pathologies du foie, ou est-ce qu'on doit rester sur une ALD à la carte? Alors, bon, ça va pas faire plaisir, mais moi, je pense que quelqu'un qui a qu'une stéatose simple, sans fibrose, sans voilà, ce qu'on voit quand même souvent, juste une petite stéatose, machin, l'ALD, je trouve que c'est un petit peu excessif. Donc moi, je resterais sur, mais en revanche, ceux qui ont vraiment une maladie, voilà, et soit sous ALD, oui. Et donc je pen moi, pour moi, hein, mais ça n'engage que moi, et on en a même pas parlé avec la FPRH, je pense qu'il faut qu'elle reste à la carte. Alors, pour toi, parce que hier, Fabien Zoulim nous disait, par exemple, dans l'hépatite B, qu'il était, lui, plutôt favorable à une ALD pour les porteurs chroniques inactifs pour permettre la surveillance, quoi. Enfin, voilà, ça, c'était du côté hépatite B, hein. J'entends bien ta position. Il ne faut pas, bien sûr, prendre en charge toutes les stéatoses simples. Mais Fabien Zoulim était dans l'idée de dire l'ALD permet la surveillance. Oui, mais l'ALD à la carte, on peut dire que toutes les hépatites B ont une ALD. C'est à la carte. Mais est-ce que toutes les stéatoses, toutes les maladies, alors ça fait du monde, hein, toutes les maladies métaboliques doivent avoir l'ALD? Voilà, je ne parle pas des hépatites virales ou des hépatites auto-immunes. Je parle plus de la voilà, à mon avis, hein, vu l'ambiance actuelle, des finances publiques, mais bon, voilà, idéalement, oui, ALD universelle, mais bon, faut être, pragmatique. Et puis, je te poserai une dernière question par rapport à nous. Faut que je la retrouve. Voilà. Le soutien aux malades doit-il, dans le futur, de plus en plus être assuré par les soignants ou par les associations de malades ou d'autosupport? C'est-à-dire comment toi, quelle commande ou quel souhait, quel rêve tu pourrais avoir par rapport au positionnement d'associations comme la nôtre? Tu souhaiterais qu'on soit plus présent dans l'accompagnement ou qu'on fasse plus de lobbying? Où doivent se positionner les associations de patients? Bah, clairement, sur le plan de
du nombre de soignants, on est quand même limité. Et le soutien, j'entends soutien psychologique, on le fait pas très bien. Le soutien, on le fait pas très bien parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il n'y a pas assez de soignants, parce qu'on est en pénurie, gna gna gna. Donc bien entendu que les associations, ça aide. Je pense que les 2 sont nécessaires et que comme il y a la pénurie, un peu partout, je pense que les associations doivent, être là pour aider les patients qui le souhaitent. Tout le monde ne souhaite pas être soutenu, hein, mais il y en a qui veulent. Il y a plusieurs types de patients, il y en a qui sont très bien tout seuls et puis il y en a qui aiment être soutenus. Et donc les associations, ouais, qui sont dans l'associatif, quoi, qui sont, voilà. Et évidemment, il faut leur proposer une aide associative. Et l'aide, des soignants, elle est au quotidien, je pense insuffisante, objectivement, hein. Anaïs, Pascal, Ok, est-ce que vous voulez merci. qu'on passe aux questions pour ne pas trop Oui, oui. déborder? La matinée est ambitieuse et dense. Je suis interniste de formation aussi, hépatogastroentérologue, et je reviens sur la problématique de la prise en charge systémique des patients, qui est de plus en plus complexe dans les différentes spécialités. Et en prenant l'exemple de la MASH, je voudrais faire part d'une expérience qui a eu lieu à Toulouse, dans le privé, où a été montée une plateforme de prise en charge des patients ayant des stéatohépatites métaboliques, où le patient, sur une hospitalisation de jour, pouvait voir le diabétologue, le cardiologue, le diététicien, avoir son Doppler, avoir son fibroscan, avoir son écho-cœur, de programmer. Alors bien sûr, c'est un idéal, mais je vous avoue que nous, on y pense vraiment beaucoup au niveau de notre CHU avec les cardiologues. Et je pense que ça, la RCP est une bonne option, mais ça, ce serait vraiment idéal pour le gain de temps d'avoir ce type d'organisation qui coûte cher. Et c'est une proposition qu'on peut peut-être discuter avec les directions des hôpitaux, parce que c'est vrai que ce serait idéal. Ah ça, c'est clair. Alors c'est évident que la meilleure organisation, c'est ça, hein. C'est-à-dire que la personne vient et les gens viennent à eux. C'est pas la personne qui va voir les différents médecins. Ils sont pas forcément en unité de lieu et après il y a une synthèse. Donc évidemment que dans le monde idéal, c'est à ce à quoi il faut arriver. Et nous, bien entendu que nous aussi on y pense. Après, c'est juste compliqué d'un point de vue. Alors, nous, c'est pas tellement que les gens, les médecins, ou soient pas d'accord. C'est pas tellement que même la direction de l'hôpital ne soit pas d'accord. C'est plus qu'on n'a pas de locaux pour créer un hôpital de jour. Non, mais c'est tout bête, hein, c'est vraiment très, 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 très idiot, mais on n'a pas de lit pour créer ce type de structure. Mais dans un avenir, hein, ils vont construire un bâtiment. Et donc, dans les projets d'avenir chez nous, ça va être ça, évidemment. Et, dans cette prise en charge, il y aura aussi la dicto. Je suis assez d'accord avec toi, Naïs. Je pense que c'est plus un problème financier et organisationnel, logistique, qu'un problème médical. Ouais, ouais. Et puis, honnêtement, voilà, quand vous envoyez au cardio de ville, il va vous faire ou pas un courrier. Au diabéto, il va vous faire ou pas un courrier, machin. Et au final, vous vous retrouvez avec le patient parce que c'est vous qui les avez envoyés et vous n'avez pas forcément l'information de ce que finalement il a été décidé. De regrouper les choses et d'avoir une vue globale et une synthèse, c'est quand même beaucoup mieux que de passer voilà, en termes de temps, d'efficacité et finalement après qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le modèle de la diabéto, clairement. C'est le modèle de la diabéto. Donc il faut faire, les diabétos, ils ont fait, on n'est pas plus idiots que les diabétos, on peut faire, hein, mais voilà, c'est exactement le modèle de la diabéto. Or, les diabétologues, leurs HDJ sont complètement pleines et peuvent pas prendre nos patients. Enfin, voilà, ils les prennent pour leur diabète, mais pas pour l'évaluation du foie. Mais c'est ça qu'il faut arriver à faire, ouais. Évidemment. Oui, je pense que en fait, le libéral, il sait mieux faire que
l'hospitalier où c'est assez cloisonné quand même à l'hôpital. Et le malade, il n'appartient pas à une spécialité. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, on dit, il vient pour stéatose, donc il appartient à l'hépato. Et après, c'est la cardio, l'endocrino qui vient vers nous. Alors qu'en fait, ça ne doit pas être comme ça. Ça doit être partagé par tout le monde. Une plateforme, comme tu disais, je veux dire, mais le malade, il appartient à la stéatose et non pas et aux problèmes cardiovasculaires, mais pas à une spécialité, quoi. Tout à fait. Et là, pour l'instant, on se débrouille, on fait avec les moyens du bord, mais pour avoir une évaluation fiable, il faut faire différemment, c'est sûr. Une dernière question dans la Et salle. idéalement, alors là, ça c'est un projet qui me tient à cœur, dans cette HDJ métabolique, on voudrait aussi qu'il y ait des coachs sportifs et des séances de sport. Voilà, pour que les gens, non seulement ils viennent pour l'évaluation, mais qu'en plus ils en profitent pour être pris en charge sur le plan non seulement diététique, puisqu'ils auraient vu une diététicienne, mais également un accès à l'activité physique. Ça se fait de plus en plus dans les maladies, dans le cancer, dans la réhabilitation par le sport, etc. Donc en cardio, bien entendu. Donc, je pense, et quand les gens sont coachés ensemble, ils font plus d'activités que tout seuls dans leur coin. Ok, merci Anaïs. On va donc réfléchir et à partir de tout ce que tu nous as dit, retravailler notre projet de positionnement des SOS Hépatite pour les années à venir. Merci encore et merci à la FPRH de nous soutenir et d'accepter de jouer le jeu des discussions et des allers-retours avec les associations de patients. Bonne fin de journée. Merci.